Allez, on vous retrouve pour la suite. Firmin Teko Agbo, Gabé Adjao et Komi Valentin Mayaba avant de prendre la direction de New York aux États-Unis d'Amérique. Nous restons un peu en République centrafricaine. Vous avez voulu ajouter quelque chose, Komi Valentin Mayaba? Oui, j'ai voulu y ajouter quelque chose par rapport à ce feuilleton de Touadéra. Vous savez, aujourd'hui, c'est que moi je reproche peut-être dans la plupart des chefs d'État ou dans les pays africains que nous connaissons, ces problèmes-là qui existent, c'est qu'il faut que les gens ou les constitutions même que nous avons dans nos États africains, qu'on puisse mettre le verrou. Un président qui vient, nous l'avons dit en 2016, il était au pouvoir en 2016, il avait la constitution en soi, je ne pense pas 2016-2022, il y a la nécessité de pouvoir modifier la constitution. 6 ans après. Donc maintenant, et si c'est comme ça, est-ce qu'on ne peut pas mettre ou on ne peut pas mettre en place un mécanisme pour permettre ou pour empêcher celui qui est au pouvoir de pouvoir modifier la constitution quand il le voudra? Même en se basant sur les tests juridiques comme on l'a dit. Oui, non, c'est pourquoi je parle du verrou. C'est-à-dire qu'actuellement, on se dit que quand tu viens au pouvoir, tu as un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Si un mandat ou une constitution doit peut-être avoir une durée de peut-être 20 ans, 15 ans, je ne sais pas, pour être modifié selon les besoins qui s'y prêtent. Là, ça ne permettrait pas à chacun ou à celui qui viendrait au pouvoir de modifier pour peut-être se représenter. Vous devez savoir que pour modifier la constitution, quand on parle des élections après 5 ans, on sait que dans nos États, surtout la constitution, et quand on parle de la constitution, dans notre constitution française que nous avons imitée, c'est 5 ans que nous disons. Maintenant, on sait qu'après 5 ans, il y aura élection. C'est la même chose, on pouvait peut-être définir un mécanisme qui permette que pour modifier la constitution, au moins, il faut que cette constitution ait une durée de vie de plus de 20 ans pour pouvoir être modifiée selon les circonstances, selon ce qui entoure comme changement de la chose. Donc maintenant, quand quelqu'un vient demain, il peut modifier la constitution et puis quand il parle, l'autre vient le lendemain modifier. Alors que quand on parle d'une constitution, c'est la vie d'une nation. Et ça, on ne doit pas badiner. Quand on parle d'une constitution, c'est la vie d'une nation. Les gens ont juré sur cette constitution avec beaucoup de modules donnés. Mais quand quelqu'un vient pour des besoins personnels, pour ses intérêts personnels, il se prend le plaisir de dire que non, à partir d'aujourd'hui, puisque quand on parle de la majorité à l'Assemblée, nous connaissons nos assemblées africaines. Quand on dit que vous êtes majoritaire, tout ce qui passe, c'est les mains qu'on lève. Et donc, ce n'est pas sérieux parce que les gens ont lutté des années durant pour écrire une constitution et qui répond justement aux besoins d'une nation et quelqu'un pour des raisons inopinées ou des raisons non avouées, on vient modifier une constitution pour des questions comme ça. Je crois que ça met en péril le développement de nos États. Et c'est ça qui est dangereux. Nous parlons du sous-développement. Nous parlons de nos États qui sont en déphasage avec le développement. C'est lié à la politique, puisque les deux marchent ensemble. Voilà. Quand une politique n'est pas saine dans un pays, je ne pense pas que vous pouvez aspirer à un développement de ce pays. C'est impossible. C'est que Henri Touadéra est en train de faire là-bas, Arkan Touadéra est en train de faire là-bas. Je crois que vous connaissez Centrafrique bien. Nous savons comment le pays vit des difficultés de choses. Donc aujourd'hui, plus que rien, les gens ont laissé de côté les questions sociales et se sont penchés maintenant sur des questions politiques par rapport à la modification constitutionnelle, alors que les gens ont la peine de trouver 2 repas par jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, je pense que dans ce cas de figure, il faut que même nos États, les peuples africains doivent repenser leur politique de gouvernance. C'est ce qui est important. Il faut parler d'une politique de gouvernance. C'est ça qui peut sauver nos États. Alors, Gabé Adjao, concrètement, cette question, est-ce qu'il est important aujourd'hui que le président Touadéra puisse continuer son travail? Parce que nonobstant tout, on l'a vu à l'œuvre sur le plan sécuritaire, tout va mieux. Maintenant, sur le plan économique, ce n'est pas la grande forme. Peut-être qu'il veut achever en beauté son travail. Il n'y a pas que lui en Centrafrique. Il y a d'autres têtes et il n'est pas le seul intelligent dans ce pays-là. Il est venu, il a réussi à faire quelque chose. Bon, qu'il laisse la main et puis bon, qu'il devienne conseiller ou bien qu'il devienne quelqu'un qui puisse apporter au niveau de conseil au président là, qui va venir. Je ne comprends pas pourquoi il faut toujours s'accrocher au pouvoir alors que bon, tu as des idées limitées. Quelqu'un qui se comporte de la sorte, ça veut dire que bon, à un certain moment, ça devient de la routine, se comporte d'une certaine manière comme quelqu'un qui est un potentat
et il va régenter la vie du pays. Ce n'est pas bien pour ce pays centrafricain-là qui, quand même, représente un pays stratégique dans cette sous-région. Donc, il ne faut pas mettre à feu et à sang ce pays-là. Aujourd'hui, le problème que vit la Centrafrique aujourd'hui et la plupart de nos pays africains, c'est un problème d'impuissance de nos institutions. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il fait tout pour mettre ces institutions-là au bottes. C'est ce qu'il a fait. Quand Touadéra était venu au pouvoir, il y avait un président de la Cour constitutionnelle, mais il a dégagé un Douba ou bien quelque chose du genre. Pour être libre. Oui, pour être libre. Et il a mis sa dame de main là-bas. Aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. On va crier, on va beau crier, la population va crier. Mais il va passer en force. Il va passer en force parce que bon, si ces opposants-là ne font pas une certaine coalition, quand on connaît ce pays-là aussi, on sait que les âmes crépitent très souvent. S'ils ne font pas coalition pour lui barrer la route par la voie des forces, et il va forcer et il va organiser son référendum. Quand il a commencé, il a parlé de la population. Et il avait déjà annoncé par le biais de son porte-parole que bon, la population veut qu'il continue. Déjà, les conditions sécuritaires sont réunies dans le pays. Et la dernière fois, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il a fait un discours en remerciant les partenaires qui l'ont aidé à faire asseoir la paix dans son pays. Aujourd'hui, le gars là, il est déjà en avance. Il est déjà en avance sur ce que beaucoup de personnes disent, que non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Lui, il a déjà dépassé cette étape-là. Il est déjà dans l'étape. Il faut aller sur le plan économique. Donc, pour lui, il veut faire en sorte que, bon, et tous les pays centrafricains se sentent en lui, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, quand on parle d'organisation de référendum et les autres parlent de famine, son camp préfère plutôt organiser un référendum plutôt que d'aider la population à manger à sa faim. Donc, le choix est clair. Le gars, il veut forcer le passage. Peu importe ce que vous allez dire, lui, il va organiser son référendum et briguer ces 2 autres mandats qui vont arriver. Et peut-être ce sont les coups de feu qui vont les dégager du pouvoir. Alors, Firmin, on va chuter avec vous. Face à cela, on voit Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre, le président du Mouvement pour la libération du peuple centrafricain. J'avais parlé également de Anissé Georges Dologuélé. C'est lui qui était arrivé en 2e position. C'est le président du Code 2020. D'autres partis politiques également et la société civile. Tous sont vent debout face au président Faustin Archange Touadéra. Comme l'a dit tout à l'heure Gabé Adjao, c'est peut-être les armes qui vont encore parler dans ce pays. Ce n'est pas peut-être les armes vont encore parler parce que le président du Code 2020, lui, s'attend à prendre peut-être la place de Touadéra à la prochaine présidentielle. Parce qu'étant sûr que Touadéra ne se permettra pas ou ne se donnera pas le luxe de se représenter. Et voilà que Touadéra est en train de tout maningasser pour se maintenir au pouvoir. Tous seront contre cela. Parce que tous seront contre cela. Et regardez ce qui se passe même au Sénégal. Voilà, au Sénégal, Macky Sall, avec la modification qu'il a eu à faire, ça peut lui permettre de se représenter, à moins qu'il veuille encore faire modifier la constitution. Surtout avec cette nouvelle assemblée 82-83, il lui sera difficile de modifier la constitution. Mais s'il veut faire passer la constitution en vigueur, ça peut aussi être interprété en sa faveur. C'est difficile. Moi, je voudrais faire observer 2 petites choses, si vous le permettez, en 2 minutes. La première chose, c'est par rapport à ce que, comme Mayaba a dit tout à l'heure, en disant que les constitutions de nos États, ça répond à nos réalités. Qui dit ça? Aucune constitution que nous avons en Afrique ne répond aucunement à nos réalités. Ce sont des constitutions copie-collées. C'est pour cela que ça ne marche toujours pas. Quand vous voyez par exemple la constitution centrafricaine, c'est copie-collée de la constitution française. Non, nos États africains, la plupart des États africains français, c'est presque la constitution française. Oui, c'est ce que je dis. Ça veut dire je suis d'accord avec vous. Oui, les constitutions ne correspondent aucunement à nos réalités. C'est les constitutions semi-régime présidentiel, semi-présidentielle, comme en France, Premier ministre, président. En Afrique, ici, quand on est roi, on n'a pas besoin de vice-roi. On est le patron. Donc, ça ne correspond pas à nos réalités. C'est pour cela que ça ne marche pas. La deuxième chose, quand je dis, il faut sauter le verrou. Et comme il m'a dit, non, il faut mettre le verrou. On peut beau mettre le verrou. Mais les constitutions ont
quelque chose d'extraordinaire. La politique, c'est une dynamique. La politique dans tous les États, elle est dynamique. Quand on change une constitution, où celui-là il fait 2 mandats, et l'autre qui vient, il dit, ou avec peut-être un bouleversement incroyable dans ce pays, il dit, non, au lieu de la République, on passe à la monarchie. Peut-être le contexte va lui permettre d'aller à la monarchie. Donc la constitution ancienne, on l'oublie. C'est comme la France. Quand vous suivez très bien l'histoire de la France a fait monarchie, république, république 1, république 2, deuxième république, troisième république, jusqu'à aujourd'hui 5e république. Regardez par exemple ce qui se passe en Espagne. Je ne sais pas si vous avez une fois lu la constitution espagnole. Le premier article dit, l'État espagnol est une monarchie parlementaire. Vous imaginez, ça veut dire que c'est une monarchie parlementaire. Oui. Maintenant, peut-être dans 50 ans, peut-être d'autres jeunes viendront et diront, on ne veut plus de monarchie. Donc on va à la République. Donc on fait pour dissoudre cette constitution et on conçoit une nouvelle constitution. Donc, ça on peut comprendre. Donc c'est pour cela que... Ouais. C'est pour ça que je dis, quoi que vous puissiez faire, vous pourrez mettre n'importe quel verrou, on pourrait toujours la modifier ou la faire disparaître. Donc la meilleure des choses, c'est que les Africains arrivent à trouver les meilleures institutions qui leur conviennent. Allez, attends une seconde, on va évoluer s'il vous plaît. 30 secondes. Vous savez, c'est vrai que ce que Firmin dit, c'est parce que bon, lui, il est lassé de cette situation-là, de toujours la modification des constitutions, mais il va falloir qu'on sache qu'une seule personne ne peut pas régenter la vie des nations. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce que les ont fait. Donc, quand tu es là et que tu as donné un texte de loi et qu'on les a votés, surtout par référendum, il va falloir que ce soit toi qui te conforme à la lettre de loi là que vous vous êtes assigné. Il ne faut pas venir modifier les choses. Aujourd'hui, ça marche dans d'autres pays. Il y a des chefs d'État qui font 2 mandats et qui quittent le pouvoir. Tu ne peux pas venir et puis bon, tu as accepté quand même ce jeu démocratique-là. Si l'autre là veut s'éterniser au pouvoir, tu n'allais pas venir. Peu importe ce qui va arriver, peut-être tu vas mourir, mais tu ne vas pas venir au pouvoir. C'est parce que lui, il a accepté le jeu démocratique qu'il y a eu des élections, que tu es venu par après. Michel, accepter le jeu démocratique. Se dire que nous sommes dans une république. Et après, venir modifier la constitution, tu n'es pas le seul intelligent dans le pays. Les monarchies, ça a toujours existé depuis des temps. Il a cité un article. Il dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Je complète. Ce n'est pas suffisant. On dit elles doivent être exécutées de bonne foi. Mais regardez. La suite, c'est l'alinéa qui suit ça. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Maintenant, celui-là qui vient, il a de mauvaise foi. Non, il a de mauvaise foi. Non, maintenant, s'il a tous les arguments, une seconde. S'il a tous les arguments, il se dit, bon, moi, je suis de mauvaise foi. Regardez, pardon. Regardez, c'est ces arguments-là qui me permettent, vous pouvez juger ça de mauvaise foi. Mais s'il lui dit, c'est ces arguments-là qui me permettent de modifier la loi, c'est clair, de mauvaise foi. Moi, c'est 30 secondes. Parce que je dis, c'est compliqué. C'est que je dis, si certains États africains arrivent à respecter ces normes constitutionnelles, ça veut dire que tout le monde peut le faire. On a vu l'alternance au Kenya. Oui, au Kenya, au Ghana, au Nigeria et tout. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Ici, c'est une question de mauvaise foi. Et donc, cette mauvaise foi-là, on doit combattre. On doit punir. Et c'est là, je dis, il faut mettre le verrou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on dise que non, une constitution, une fois qu'elle est établie, doit être respectée et être limitée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément dire qu'en l'espace de 5 ans, 10 ans, on puisse modifier une constitution. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes. Maintenant, si nos États savent qu'ils ne peuvent pas répondre à tous ces critères par rapport... Pourquoi nous voulons ressembler aux autres pays? Dites-moi aujourd'hui. C'est parce que les normes internationales nous l'imposent. On ne peut pas dire que l'Afrique doit être quand même un continent qui soit, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il soit à part entière. Il faut forcément que nous nous mettions dans une dynamique d'une globalisation, d'une mondialisation des institutions des États. Et donc, c'est vrai que tout ce dont nous parlons, nos constitutions, en parlant de l'immigration, l'Afrique ne le connaissait pas avant, je suis d'accord, là je m'inscris en cela, l'Afrique ne le connaissait pas. Aujourd'hui, on vient nous l'imposer, nous ne le comprenons pas. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui d'une dynamique où les États africains doivent comprendre, surtout les chefs d'État qui viennent au pouvoir, doivent comprendre que cette façon de faire, en disant il faut limiter la Constitution, ou il faut limiter la Constitution, doit être un acquis pour chaque État, parce que en le faisant, c'est au bénéfice du peuple et non au bénéfice de lui qui est en train d'accéder. On peut comprendre, parce que ça crée toujours des remous et finalement,
ce sont les Africains qui passent Qui en pâtissent? à trépas. Les chefs d'État de la sous-région, chefs d'État et de gouvernement, sont actuellement à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour l'Assemblée générale des Nations Unies, comme d'ailleurs leurs homologues de l'Afrique et du monde entier. Occasion rêvée sans doute pour ce sommet extraordinaire sur le Mali et la Guinée. D'abord sur le Mali, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a demandé ce sommet pour parler des cas de ces 49 d'abord, devenus 46 militaires ivoiriens qui sont toujours détenus à Bamako, et parler également de la Guinée-Conakry, de Mamadi Doumbouya. Alors ma question, la première, elle est à vous, Gabé Adjao. Pourquoi pas le Burkina Faso? Voilà, la question est toute posée. Le Burkina Faso aujourd'hui, c'est le meilleur élève de la classe de nos dirigeants ouest-africains. C'est le meilleur élève pour eux. Ils pensent que bon, ils se sont fait rouler en bateau par le Mali et la Guinée de Doumbouya. Donc aujourd'hui, bon, ils sont allés aux États-Unis pour pouvoir faire cette conférence-là. Je pense, il y a des bruits de couloir qui disent que bon, le retour des sanctions fortes peut être émise. Et aujourd'hui, quand nos chefs de l'État se retrouvent, il y a 3 coups d'État dans la sous-région. Je pense que la meilleure des choses, c'est quand même de parler de ces 3 coups d'État-là. Il ne faut pas sélectionner. Un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État militaire. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est déplorable, à moins que pour eux, c'est normal. Ou bien c'est commandité par quelqu'un. Bon, au Burkina Faso, la médiation est en train de bien marcher avec l'ancien président nigérien. Peut-être c'est pourquoi le Burkina n'est pas dans les dossiers aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est un coup d'État. Mais c'est un coup d'État. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un chronogramme clair comme celui du Mali. Le Burkina ne nous a pas encore présenté un chronogramme clair de la transition. On va faire la transition jusqu'à telle étape. Il y aura des élections et on aura un gouvernement. On ne l'a pas. On ne l'a pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui fait que c'est assez difficile aujourd'hui de seulement parler du Mali et de la Guinée en oubliant carrément le Burkina Faso. Ils y sont allés. Tout le monde sait que c'est pour les 46 militaires là qui sont partis à ce congrès-là, parce que bon, ils ne sont pas partis justement pour organiser un congrès de la CEDEAO. C'est en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ils sont allés, Embalo a dit que non, les 46 militaires ne sont pas des mercenaires. Guterres l'a dit. Guterres aussi l'a dit. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Sauf qu'il n'arrive pas à présenter des preuves. Ouais. Il n'arrive pas à présenter des preuves, il ne suffit pas de le dire. Il parle seulement. Il parle seulement. Ce ne sont pas des mercenaires. Mais qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas des mercenaires? Produisez-nous des documents qui prouvent que vous les avez envoyés en mission au Mali. Le Mali, entre-temps, avait demandé à l'ONU de lui procurer des documents. L'ONU avait dit que bon, on ne reconnaît pas ces militaires-là, ils ne vont pas au Mali sous notre coupole. Selon vous, donc, ils disent et ils se dédisent. Ce sont des choses que moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. La présidence de Embalo et le secrétariat général de Guterres, c'est la plus catastrophique au monde. Sincèrement. Alors Firmin Teko Agbo, on va d'abord parler du Mali. C'est un sommet, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction qui est souhaitée par le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Ce sommet est là, on va sans doute parler de ces 46 militaires ivoiriens qui sont à Bamako. C'est parce que vous riez. Alors, le président Ouattara a eu gain de cause. Alors, il a dit, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de son rang, a dit que ce ne sont pas des mercenaires. Le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen, Umaro Sissoko Embalo, a dit que ce ne sont pas des mercenaires. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a dit que ce ne sont pas des mercenaires. Ça avantage le président Ouattara dans le dossier, sans doute. Bon, moi, je voudrais planter le décor. Tout d'abord, au niveau de la forme. Si le sommet arrive à être tenu, ça veut dire Ouattara a encore réussi son jeu diplomatique. Ouattara est puissant. Ça prouve à suffisance comment Ouattara est puissant. C'est Ouattara qui a demandé à ce que le sommet là s'organise. C'est une seconde. On parle de la CEDEAO. Le sommet de la CEDEAO. Ce sommet de la CEDEAO. Je parle du sommet de la CEDEAO. Ouais, c'est Ouattara qui a demandé à ce que ce sommet là s'organise. Et comme nous sommes en pleine semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies,
Donc, presque tous les chefs d'État sont là. Donc il vaut mieux en profiter. Donc Ouattara, ça montre à quel point Ouattara est puissant. Ouattara, une seconde. C'est mon non, moi je dis non, Ouattara. Non, moi je dis non, c'est-à-dire c'est mon analyse. Allez-y, on vous la conseille. Moi je dis Ouattara est puissant. Regardez, c'est comme ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire, où Ouattara était fatigué. Il a fait appel à la France, il a fait appel aux Nations Unies, il a fait appel aux États-Unis et on a dégagé Gbagbo. Ne l'oubliez pas. Ouattara est puissant parce qu'il a été dans le giron international pendant des années. Et cette puissance-là, dont il fait montre encore ici, il fait tout d'abord appel au Togo, ça ne marche, ça marche timidement. Après, il fait appel aux Nations Unies. Guterres est rentré dans le jeu et Guterres dit ce ne sont pas des mercenaires. Point. Sans justifier. Sans justifier. Il dit ce ne sont pas des mercenaires. Point. C'est un langage diplomatique. Est-ce qu'on peut le croire sans justifier, même si c'est le secrétaire général de l'ONU? On n'a pas besoin de votre conviction, de votre croyance. Guterres a dit ce ne sont pas des mercenaires. Donc il a des preuves. Les Nations Unies ont accepté. Une seconde. Les Nations Unies ont accepté. Firmin est en train de dire simplement ce que Guterres a dit. Oui, moi je plante la forme. Je plante la forme. Analyse la forme. Donc il dit les Nations Unies doivent intervenir. La forme dont Ouattara fait appel aux Nations Unies, les Nations Unies ont répondu. Ce ne sont pas des mercenaires. Les Nations Unies ont donné l'OK, on organise le sommet là-bas. La CEDEAO, est-ce que la CEDEAO peut accepter organiser le sommet à New York? Oui, la CEDEAO accepte, on organise. Ça veut dire Ouattara joue bien son jeu diplomatique et cela lui réussit. C'est-à-dire toutes les organisations sont en sa faveur. Ça, c'est la forme là. Maintenant, le fond. Le sommet est organisé, pourquoi? Vous avez posé la question tout à l'heure à Gabé, pourquoi pas le Burkina Faso? En fait, on ne voudrait pas dire aux yeux de tout le monde que c'est uniquement pour le Mali que le sommet là est organisé. C'est pour cela qu'on a mis la Guinée. Oui, pour dire que la Guinée aussi, tout ça. Alors qu'on n'a pas besoin. Les tensions politiques actuelles. Les tensions politiques actuelles, alors qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de la Guinée en ce moment. Et autre chose, regardez ceux-là qui participeront au sommet. Il y a Iboni, qui est là comme médiateur. Maintenant, il y a aussi la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères française, qui s'appelle Catherine Colonna. Ça veut dire la France aussi est derrière. Ouattara a mobilisé aussi la France pour l'organisation de ce sommet-là. Donc moi je me dis, faites un petit détour en 2010 et revenez ici. Ouattara joue bien son jeu diplomatique. Là-bas, les grandes décisions sont déjà prises. Ce ne sont pas des mercenaires. Tôt ou tard, Goïta, il va partir. Alors, c'est ça, je suis... Vous voulez analyser. Oui. Guterres a dit ce ne sont pas des mercenaires. C'est trop facile quand même. Le président Mbalo a dit ce ne sont pas des mercenaires. C'est facile encore. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, ce ne sont pas des mercenaires. C'est encore facile pour vous, mais ils le disent, ce sont des personnalités quand même. Moi, je l'ai dit avant, ces personnalités. Vous savez, sur le plateau, moi, j'ai dit que... Oui, vous l'aviez aussi dit que... Je l'avais dit à l'époque. Ce ne sont peut-être pas des mercenaires. C'est-à-dire que ici, le pouvoir de Ouattara est tombé dans une nasse. Et que les gens l'attendaient depuis. J'ai même fait une transposition à l'époque en disant, à supposer que c'est les 49 militaires togolais qui se seraient rendus au Mali dans ces conditions. Peut-être qu'on n'aura pas tout courage. Est-ce qu'il y aurait encore ce remous? Je ne sais pas. Mais ce que nous savons, c'est que les conditions dans lesquelles ces 49 militaires sont rentrés au Mali, c'est des conditions irrégulières. Et ça, le pouvoir de Ouattara, même l'a reconnu. Il a reconnu. Fidel Sarasoro. Maintenant, c'est quoi? Le problème majeur même, c'est quoi? Quand vous êtes dans des conditions irrégulières, par rapport à une situation d'un pays entre États, inter-États, qu'est-ce qu'il se fait? C'est de faire de mea culpa. Aujourd'hui... Ils ont commencé. Non, ils ont commencé. Je suis d'accord. C'est contrairement à ce que Firmin dit, que Ouattara est puissant. Moi, je ne le vois pas dans ce sens. Aujourd'hui, le plus gros morceau de ce sommet extraordinaire repose sur les 49 militaires ivoiriens. Et donc, qui
qui est le premier concerné? C'est Ouattara, Ouais. puisque c'est les 49 militaires ces éléments qui sont sont des là-bas. Ivoiriens qui sont là-bas. Il faut plaider. C'est ça le rôle d'un chef de l'État. Il y a aussi des Ça, Libériens dedans. il faut, non, je viens. Il faut aller au-delà de la conspiration. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Aujourd'hui, il dit, voilà la situation que vivent mes compatriotes ailleurs. Donc, Il faut plaider. venez, il faut L'occasion trouver une est solution. donnée. L'occasion est donnée pour, vous savez que comme il a dit... Peut-être au Mali et aussi de justifier que ce sont des mercenaires. Justement, de Mali de justice. C'est pourquoi nous avons dit à l'époque ici que cette question n'est pas une question judiciaire. Il faut un règlement diplomatique. Voilà. Et donc, c'est ce qui est préconisé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si c'était pour que quelqu'un, Guterres, parle de... Ce ne sont pas des mercenaires. Alors qu'on n'a pas même constitué, il n'y a pas même... Et par la suite, il dit qu'il est toujours, il est en train de toujours, il discute toujours. Oui, avec des discussions le de couloir. Il y en a Bamako. De Bamako. Il y a des discussions de couloir. Sissoko Embalo aussi, il a dit. Tout le monde dit que les discussions sont là. Tout le monde en train de mener une médiation assourdine. Comment vous trouvez la démarche du président Ouattara? Non, la démarche du président Ouattara. Ou bien les démarches. Non, enfin, la démarche ou les démarches. Ouais. Je me dis qu'aujourd'hui, oui, il est en train de chercher à se racheter, à mon avis. Parce que ce qui a été organisé n'est pas bien. Mais pour répondre ça de façon diplomatique, il faut passer par des couloirs diplomatiques également. C'est pourquoi il a sollicité d'abord la médiation. Enfin, c'est-à-dire que quand on parle de la médiation du Togo, il y a aussi Sissoko. Enfin, d'abord même l'autre là, le président de l'Union africaine, Macky Sall, qui s'était rendu. Et tout ça là, c'était pour amener le pouvoir de Mali à comprendre que ce qui est en train de se passer, ce ne sont pas des mercenaires. Mais surtout que le Mali attendait la Côte d'Ivoire dans un contexte donné par rapport aux sanctions qui étaient infligées au Mali. Ils attendaient le président Ouattara était devant. Voilà, le président Ouattara était devant. Quand il dit que la France, aujourd'hui, le Mali ne joue pas à ce trouble jeu. De la France est derrière Ouattara. Si ce n'était pas 49 militaires ivoiriens, pensez que ce sommet-là, si ce serait au Togo que le problème là, le président Faure aurait quand même plaidé à ce qu'il y ait un sommet extraordinaire. C'est de bonne guerre. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, ce n'est pas de dire que Ouattara est puissant, mais c'est de dire que Ouattara... Ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il fait. Oui, il est en train de jouer son rôle d'un chef d'État par rapport aux erreurs commises. Mais dire que c'est des militaires pour dire qu'il faut se marier, je dis non, parce que bon, c'est vrai que juridiquement, on n'a pas de preuve. Quelqu'un qui rentre avec des pièces qui ne sont pas des pièces de conviction, ça peut prouver à suffisance qu'on peut vous être traité de tous les mots. Et donc, aujourd'hui, c'est d'amener le Mali, la Côte d'Ivoire à comprendre que ce qui est en train de se passer, ça ne sert nullement pas à grand chose. Et non, je vais chuter. Et non, quand vous prenez par exemple la question de la Guinée, ils ont mis la Guinée dedans, ils ont mis le Burkina, les confrères ont débattu en disant que pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en actif le Burkina. Je dis non, le Burkina a été phagocyté par le truc, comment on l'appelle? La France? Non, pas la France, pas Ouattara. Ça veut dire que si Ouattara parle aujourd'hui, ne met pas le Burkina, ou les questions qui ont été évoquées ne concernent pas le Burkina, cela voudrait dire que le jeu de Ouattara a réussi parce que Ouattara est puissant. Donc comment tu rends puissant Ouattara? Il est un stratège, il n'est pas puissant, c'est la stratégie. La stratégie le rend puissant. En tout cas, vous le permettez, on va toujours rester aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à New York. Mais bien avant, on va marquer la pause pour le journal, puisque cela s'impose. On revient juste pour la suite.